Adrien Tchomankou, bonjour. Bonjour Mori Agua, bonjour à toutes et à tous. Je salue le monde des professionnels des médias à titre exceptionnel et bonne fête. Laurent Roland Toniques, bonjour. Mori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Adrien Tchomankou, bonjour. Bonjour Laurent et bonne fête à vous. Dans les coulisses, je salue la présence de Sergino Lokossou, éminent journaliste. Je salue également la présence de Ange Nyakaja. Il est président de l'Union des reporters d'images sportives du Bénin, Urispro Bénin. Il sera sur ce plateau tout à l'heure pour qu'on parle un peu de ce monde-là. Voilà, quelle est leur place dans les médias, surtout qu'on sait que la presse célèbre aujourd'hui la journée de la liberté de presse. Avant toute chose, Laurent Roland Toniques, Adrien Tchomankou, Bénin intelligent, après un sondage de Afrobaromètre, les Béninois pensent à 54% que la presse béninoise n'est pas libre. Laurent Roland Toniques. Moi, je crois que, bon, est-ce qu'on va remettre en cause ce sondage ou bien on va se dire les vérités? Je crois que dans une certaine mesure, ce n'est pas de l'autoflagellation, mais dans une certaine mesure, on se rend compte que une bonne partie de la presse béninoise n'est pas pour autant libre. Même si les gens diront que nous avons la liberté de presse au Bénin, nous savons très bien ce qui se passe dans les couloirs et dans les coulisses, dans une certaine mesure, ce qui fait que aujourd'hui, certains médias ne peuvent pas oser aborder certains sujets ou bien aller dans une sorte de critique de ce qui se fait sous nos cieux. Donc, oui, est-ce que les médias sont libres? Moi, j'en conviens que oui, les médias ne sont pas totalement libres. Nous avons plus ou moins les mains liées à bien des égards, ce qui fait que beaucoup de journalistes, certainement, ont du mal à donner leur véritable opinion. Vous savez très bien que quand vous regardez l'actualité, je prends tout au hasard. La question du code électoral, vous avez vu comment est-ce que ceux qui sont contre le code électoral, peut-être ceux qui ont dénoncé les insuffisances du code électoral, à la limite, ont été pratiquement lynchés par d'autres confrères. Et on sait très bien comment ça s'est passé dans les coulisses. Certains même ont eu le courage de parler. Je sais que des gens ont refusé à un moment donné de communiquer pour dire que c'est bon. Et donc, oui, quand vous regardez un peu ça, vous vous rendez compte que oui, nous ne sommes pas totalement libres. Quoique oui, nous avons la possibilité. On dira que oui, nous sommes libres de parler. Mais à quel degré nous sommes libres de parler? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a des sujets que vous ne pouvez pas aborder. Première chose. Deuxième chose, l'accès à l'information. Parce que le journaliste libre, c'est celui qui a accès à l'information. Est-ce qu'aujourd'hui, un journaliste peut être sûr de ce qu'il se lève d'ici pour aller dans un ministère, il a besoin d'informations, il peut avoir l'information facilement. Écoutez, allez dans une direction départementale, on vous dira d'écrire une lettre, et vous écrivez la lettre, et on vous dit bon, d'écrire une lettre à l'endroit du ministre d'abord, et que c'est le DC qui doit décider, après le DC, c'est le ministre qui doit décider, avant que vous n'ayez l'information. Et d'ailleurs, même quand vous faites même tout ce processus, vous n'avez pas l'information. Et donc aujourd'hui, les journalistes sont obligés parfois de communiquer sur parfois des rumeurs. Nous, malheureusement, nous communiquons à bien des égards sur des rumeurs. Et quand on entend de tel a dit ça, ils se sont rencontrés quelque part. Écoutez, sur la question, à tout hasard, de limogeage de Johannes Dayon, beaucoup de journalistes ont communiqué pour dire qu'il y aurait eu une réunion. Parce qu'un confrère a produit un texte pour dire qu'il y aurait eu une réunion chez le chef de l'État avec Djogbonu Patipata. Et malheureusement, toute la presse a repris ça. Mais qui peut certifier pas mieux que oui, ça s'est tenu comme ça. Je prends à tout hasard le limogeage de Aurélien Agbenossi. Nous avons, pour la plupart, évoqué des raisons, mais je pense que la plus grande partie, c'est des supputations. Parce qu'il y a bien d'autres raisons derrière. Donc, cela montre clairement que nous ne sommes pas libres de faire notre travail. En même temps, parfois, nous sommes limités dans la prise de parole parce qu'il y a des sujets que vous savez, vous êtes conscient que quand vous allez sur ce terrain-là, on n'hésitera pas à frapper fort. Vous allez subir, ou alors votre média subit. C'est la question. Je donne simple. Je fais partie des premiers à dire la manière dont on a suspendu Golf TV, ce n'était pas bien. Mais ce que Golf TV a dit, on a suspendu Golf TV. Le gouvernement est revenu sur sa position. Bon, en fait, la CDA est revenu sur sa position, d'accord. Le gouvernement a revu sa position, a ouvert les frontières. Mais Golf TV est toujours fermé. Et les confrères sont à la maison.
Donc, moi, je crois que sur ces questions basiques, nous devons peut-être revoir. Mais ce n'est pas la faute aux gouvernants. Je crois que c'est notre faute, nous-mêmes, nous journalistes. C'est notre faute en ce sens que si nous sommes prêts à communiquer, alors que nous savons très bien que la communication que nous faisons ne rend pas service à la majorité et que ça rend service à la minorité et que nous le faisons, c'est que nous sommes aussi complices et responsables de ce qui nous arrive. Depuis 2016, ceux qui sont là, malheureusement, ne donnent plus de subventions d'aide à la presse. Mais qui a osé dénoncer et à critiquer? Parce qu'à un moment donné, certains médias ont réussi à avoir des contrats. Donc, parce que certains médias ont réussi à avoir des contrats avec le gouvernement, donc, par conséquent, personne ne peut oser dire, bon voilà, l'aide que vous devez nous donner là, on veut cette aide. Non, parce qu'on se dit, si je ne commence pas à parler de ça, est-ce qu'entre-temps, on ne va pas nous retirer notre contrat? Donc, du coup, c'est un peu difficile. Quand vous regardez, j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur les commentaires des internautes sur Facebook par rapport à la question posée. Je crois qu'à l'étape où nous sommes, nous avons besoin d'une remise en cause, nous, professionnels des médias, pour dire qu'est-ce que nous faisons véritablement. Sommes-nous là pour la veuve et l'orphelin ou bien nous sommes là pour ceux qui sont à l'abri du besoin? Qui, en réalité, à la limite, diront qu'ils se soucient de nos difficultés, mais pas pour autant. Parce que dès lors qu'ils sont à un niveau donné, ils ne comprennent peut-être pas les difficultés que les populations vivent. Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, nous faisons le travail convenablement pour aider les populations ou bien nous faisons le travail pour aider la minorité à continuer à opprimer ou martyriser les populations? C'est de ça qu'il est question. Et je regarde un autre exemple, je donne la conférence épiscopale. Vous avez vu comment certains médias ont traité la conférence épiscopale sur le colloque, sur le code électoral. Nous sommes professionnels des médias, nous sommes objecteurs de conscience, nous devons à un moment donné regarder la vérité en face. Ceux même qui ont communiqué savent très bien à leur fond intérieur que le code là a des dispositions qu'il faut enlever. Mais malheureusement, nous critiquons l'Église catholique et d'ailleurs il y a d'autres courants qui sont levés cette semaine pour encore en tout cas protester parce que bon, ils sortent du protestantisme, ça se comprend. Pour protester ce qu'a fait l'Église catholique contre ce qu'a fait l'Église catholique, c'est autant de choses. Moi, je pense que nous devons faire comment vous appelez, une remise en cause, une certaine remise en cause, et éviter de nous faire manipuler parce que un coup d'âme nous fait émerger et nous avons l'espèce sonnante et trébuchante dans une certaine mesure. En prenant ça et en prenant position du côté de la minorité, c'est que nous finissons par trébucher et toute la presse trébuche. C'est pas bien. Donc, Anthony Kess, vous avez abordé des questions, des aspects touchants, sensibles. Vous avez évoqué le cas du limogeage de Johannes Dagnon. Vous avez dit que la presse, nous surfons sur des rumeurs et vous avez vu les réactions. Parmi les réactions, il y a des internautes qui l'ont dit. Et voyez, vous avez évoqué le cas du limogeage de Johannes Dagnon, mais par exemple, qu'il vous souvienne que moi j'ai réalisé un forum sur un peu le limogeage des proches du chef de l'État à quelques années de 2026. Et une personne proche qui est nommée par le gouvernement m'a écrit et m'a demandé si Johannes Dagnon a été limogé et a ajouté que quel est l'acte qui le prouve. Voilà, bonne question. Et après, la personne a ajouté que pour elle, ça dit pour elle, il n'est pas limogé. Et justement, vous m'expliquez quelque chose. On a vu, quand certains ont été limogés, le porte-parole prend la parole pour évoquer quelques raisons ou bien essayer de dire quelque chose. Mais sur certains limogeages en griffe, on a appris, même chez certains couloirs, en tout cas, on a appris qu'il aurait démissionné, autant de choses. Donc, parfois, une démission peut être camouflée pour être transformée en limogeage. Autant de choses. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez d'informations. Très bien. C'est très important. Adrien Tchobankou, communiquer sur des rumeurs, une presse peut-elle fonder son travail sur des rumeurs? Laurent Roland Anthony Kess a évoqué également l'accès
à l'information. Selon vous, vous l'avez écouté, vous l'avez entendu. Aujourd'hui, s'il nous est permis de faire le point avec votre expérience dans le métier, vous avez parcouru des régimes et vous avez vécu des choses dans la presse. Mais pour dire vrai, est-ce qu'on n'est pas en difficulté, surtout en ce qui concerne l'accès à l'information? À la vraie. Mori Agua, communiquer sur des rumeurs, oui, mais c'est le législateur qui nous amène à communiquer sur des rumeurs. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est quoi? C'est que en République du Bénin, c'est dommage que la liberté de presse n'est pas totalement une réalité. C'est vrai, nous avons la liberté de presse. Je salue au passage toute la presse béninoise et le gouvernement béninois parce que, à la date de ce jour, aucun journaliste, aucun vrai journaliste n'est pas retenu dans les liens de la justice béninoise. C'est vrai, n'est retenu, je voudrais dire, aucun journaliste n'est retenu dans les liens de la justice béninoise. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est déjà un grand pas. Évidemment, on a parlé, il y a le cas de ce journaliste, est-ce qu'il est journaliste, est-ce qu'il a la carte de presse, celui-là qui a été déposé en prison hier par rapport au dossier Joseph Trifamé Djogbeno. C'est un dossier que je ne maîtrise pas correctement. Mais je peux affirmer qu'à la date de ce jour, aucun journaliste n'est en prison au Bénin. C'est déjà un grand pas. Seulement qu'il faut déplorer que tout au moins il y a un groupe de presse qui a été fermé par la RAC, ce qui est déplorable. Ce qu'il faut noter par rapport au problème de limitation de la liberté de presse au Bénin, c'est quoi? C'est que c'est deux facteurs. Il y a deux facteurs principaux qui expliquent le fait que la liberté de presse n'est pas une réalité au Bénin. Le premier facteur, c'est bel et bien les textes en vigueur. Le législateur, les députés à l'Assemblée nationale, les lois qu'ils ont votées, ces lois embrigadent d'une manière ou d'une autre les professionnels des médias. Ces lois ne permettent pas aux professionnels des médias de bien agir, de bien faire le travail, de faire convenablement le travail pour lequel ils sont formés. Écoutez, quand je prends la loi sur le code de l'information et de la communication, c'est ça qui parle d'accès aux sources d'information. Cette loi, par exemple, l'accès aux sources d'information, vous allez dans n'importe quelle direction générale, au ministère aujourd'hui, vous voulez avoir une information, vous remplissez les conditions d'usage, ils vont vous tourner en bourri et vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez. Ou dans le délai qu'il faut, parce que mon travail, selon le délai. Selon un délai, on n'est pas là pour perdre du temps. Vous voyez ça? Vous voyez la gravité? Comme ça, est-ce que le journaliste va attendre 1 an pour avoir la vraie information? C'est pour la raison pour laquelle... Si vous l'avez dans 1 an, c'est déjà bien quand même. On est obligé de surfer sur des informations ou bon... Vous gagnez ça et là, ou bien des informations obtenues autour d'une bière, et puis après le lendemain, et puis on veut peut-être revenir sur ça. On essaie de faire une analyse à côté, et à la une d'un journal, et puis paf, et puis on est communicant. Moi, je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Il y a un problème. Donc, je vais un peu loin. Quand je prends le code, la loi sur le code du numérique, jusqu'à ce jour, la loi sur le code du numérique, cette loi est applicable aux professionnels des médias. Or, en réalité, ce code ne doit pas être appliqué aux professionnels des médias. Ce n'est pas parce qu'un organe de presse est en ligne, un organe de presse enregistré doit normalement avoir comme bréviaire le code de l'information et de la communication et la loi sur l'information. Mais la loi sur le code du numérique, aujourd'hui, ça fait peur aux journalistes. Et nous sommes limités sur des informations. Parce qu'on se dit que, écoutez, même si c'est un organe de presse en version tabloïde, la version tabloïde se retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. Et quand elle se retrouve sur les réseaux sociaux, l'OCRC peut s'en saisir. Et très rapidement, tu peux te retrouver devant la criette. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous avons peur.
quand je prends, tout ça là, c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est bel et bien les contrats que nous signons. Oui. Les contrats que nous avons avec des sociétés d'État, des sociétés privées, avec le gouvernement, avec des particuliers, c'est ça. Ce sont ces lois, ces contrats du moins, ce sont ces contrats qui, d'une manière ou d'une autre, nous empêchent de bien faire notre travail. Quand vous avez la main liée... Ceux qui sont à la maison vont dire comment? Écoutez, dans tout pays du monde entier, il y a ce que nous appelons le contrat gouvernemental. Vous allez même à l'Élysée. L'Élysée a un contrat avec la presse. Mais, écoutez, si vous avez de tels contrats, il y a ce qui est officiel et ce qui est occulte. Vous-même, vous devez l'avoir sur votre conscience qu'au nom de ce contrat, vous ne pouvez pas aborder tel sujet. Et vous êtes limité. Malheureusement, vous êtes limité. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, c'est déjà bien que la liberté de presse soit une réalité au Bénin, même si il reste beaucoup à dire. Même si des efforts restent à faire. Même si beaucoup d'efforts restent à fournir, à faire. Même si nous devons œuvrer pour que très rapidement, notre RAC puisse revenir sur sa décision concernant la Gazette du Golfe. Écoutez, c'est des professionnels des médias du Bénin qui sont à la maison depuis plusieurs mois. Ça fait bientôt 8 mois, non? Que cette affaire de coup d'État est intervenue de l'autre côté. Donc, je pense que nous devons, c'est l'occasion pour nous de nous asseoir et réfléchir sur quoi faire, comment évoluer, comment amener le législateur à revenir sur certaines lois, comment amener les gouvernants à mieux écouter les professionnels des médias du Bénin. Nous venons de faire 8 ans sous Patrice Talon sans l'aide de l'État à la presse. Ah oui. Sans le soutien financier direct ou indirect du gouvernement béninois. Vous voyez que c'est difficile. Et quand vous êtes patron de presse et vous avez des charges, vous avez l'impôt à payer, des TBA à reverser, vous avez le personnel que vous devez satisfaire, vous devez honorer à vos engagements de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous voyez ce que ça devient? Si vous n'avez pas la tête sur les épaules, vous risquez de mettre la clé sur le paillasson. Mettre la clé sur le paillasson. Donc je pense que l'heure a sonné pour que les gouvernants même sachent que, attention, là où nous allons, ce n'est pas bon. Il faut qu'on entretienne autrement la presse. Il faut que nous rendions professionnels la presse. La RAC qui est là, pendant les 5 dernières années que la RAC vient de faire, combien de journalistes ont-ils bénéficié d'une formation? Écoutez, il y a un code, il y a un article du code de la déontologie qui parle du devoir de compétence. Si le journaliste n'est pas compétent, il va raconter de n'importe quoi, il va dire de n'importe quoi. Et la spécialisation. Et la spécialisation. Les journalistes pour ça. À l'ODEM, nous mettons l'accent sur ça. Maintenant, il faut des moyens pour se faire former. Il faut des formations que la RAC doit organiser de façon instantanée pour pouvoir rendre plus professionnel notre métier. Est-ce que la RAC a le budget? Est-ce que la RAC a le budget pour? Écoutez, la RAC a les moyens pour. La RAC, aujourd'hui au Bénin, c'est la RAC qui constitue le ministère des journalistes. Puisque pourquoi les journalistes n'ont pas de ministère? Est-ce qu'ils ont le budget pour? Vous ne pouvez pas dire que la RAC n'a pas de budget pour. Je n'ai pas dit ça, je vous ai posé la question. Je ne vous réponds pas en réalité. Je suis en train de répondre aux autorités de la RAC qui ne peuvent même pas me poser cette question. Puisqu'ils sont bien payés, on connaît leur salaire, ils ont des avantages, et des primes mirobolantes. Ils sont bien cotés. Écoutez, moi, je l'ai toujours déploré, ces conseils de la RAC, pendant les 5 ans, ont failli à leur mission. La moindre des choses, c'est d'organiser des formations pour des jeunes journalistes. Il y a eu des formations. Bon, je crois que écoutez, on a suivi des formations organisées par la RAC. Ce qu'on dit. Combien? Je suis d'accord, oui, mais au moins il y a quelques formations. Combien? Sur la question,
Une formation par an, ça c'est formation. On ne va pas dire qu'il n'y a jamais eu de formation, il y a eu quelques formations. Seulement qu'on déplore le fait qu'il n'y ait pas de règlement de formation à l'endroit des journalistes, notamment la spécialisation, et puis permettre à ces journalistes aussi d'aller, en tout cas, parce que normalement la RAC pourrait aussi travailler à cela, permettre aux journalistes d'avoir plus de compétences dans une certaine mesure. Je crois que c'est ça. Maintenant, concernant les... Je ne vous arrête pas, ce n'est pour rien que le thème de cette année a été orienté vers la spécialisation. Oui. On parle de la planète et du climat. Oui. On parle du journalisme et l'environnement. Oui. Vous voyez un peu ce que je dis? C'est pour dire quoi? C'est pour demander aux autorités de la RAC que désormais, ayez en l'esprit que vos journalistes doivent se spécialiser. Aucune formation de spécialisation n'a été organisée pendant les 5 ans que ces conseils de la RAC sont là. Vous ne voyez pas que c'est honteux? Moi, je voudrais revenir sur la question des contrats pour dire, oui, quand il évoque l'aide à la presse qui n'est plus effective depuis 2016, malheureusement, il faut comprendre. Parce qu'on sait que s'il y a l'aide, il y a certains médias qui, avec l'aide, pourraient faire l'effort de rester neutre ou bien, en tout cas, faire bien convenablement leur travail. Mais quand vous avez un contrat et que vous savez que la signature dépend de quelqu'un et que vous avez besoin de moyens pour tourner, vous n'avez pas de choix que de faire la volonté de celui-là qui vous a fait signer le contrat. Et c'est ça, dommage, ce qui enterre. En fait, si on ne fait pas attention, d'ici quelques années, on chantera le requiem de la presse béninoise. Et donc, nous ne devons pas aller à cet extrême. C'est à nous, professionnels des médias, de nous lever. L'UPMB doit pouvoir faire son travail. Et la RAC, même si c'est l'instance de régulation dans une certaine mesure, nous avons au sein de la RAC des gens qui étaient journalistes et qui peut-être après peuvent revenir dans le métier dans une certaine mesure. Donc, c'est ce qu'ils auront posé comme acte dans une certaine mesure pour les bonnes conditions des journalistes. C'est ça qui va les rattraper parce qu'eux tous étaient, d'ailleurs, les conseillers que nous avions envoyés en 2019 étaient des employés, ce n'étaient pas des patrons de presse. Donc, ils redeviendront employés s'ils doivent reprendre leur poste dans leurs différentes rédactions. Je voudrais peut-être interpeller notre attention, nous tous journalistes du Bénin, sur le fait que nous devons savoir que ce que nous faisons, le peuple nous observe. Et quoi que nous fassions, tôt ou tard, un jour, quelqu'un quelque part nous observe et nous dira, oui, tu es un bon journaliste, ou voilà, tu es un journaliste vendu, ou tu es un journaliste corrompu. Vous savez, moi, j'ai de la peine aujourd'hui, et souffrez que j'en parle. De 2012 à 2016, il y a des journalistes, quand vous les suivez, vous avez envie d'être journaliste à vie. Wilfried Léon-Longbeji, porte-parole du gouvernement. Oui, il a été un modèle pour beaucoup de journalistes. On avait du plaisir à l'écouter sur la caravane du matin. On avait du plaisir à écouter notre confrère Agon sur la caravane du matin. Aujourd'hui, que sont-ils devenus? En quoi aide-t-il la presse? En quoi aident-ils les journalistes qui veulent dire la vérité, veulent donner... Il faut comprendre quelque chose. En quoi veulent-ils... Aujourd'hui, ce sont des communicateurs. Attendez, un journaliste n'est pas un communicateur. Non, il y a une très grande différence. Oui, mais ça dépend. Il est en train de rappeler ce que je dis là. Quelle image il nous dégageait, il nous renvoyait. Ils le sont dans leur rôle. Mais en réalité, que font-ils alors maintenant? Ils sont dans un rôle de communicant aujourd'hui. Que font-ils maintenant pour aider les autres? Je me pose la question et je ne vais pas aller plus loin. Vous savez mieux que moi que, oui, aujourd'hui, ces personnes qui étaient des modèles pour nous hier, qui sont censées nous aider, nous autres qui avons le courage, peut-être tentons d'avoir le courage, parce que bizarrement, si on devait avoir le courage de parler, c'est qu'on devra dire des choses qui... Et vous avez évoqué la question du code du numérique. Écoutez, vous avez un problème aujourd'hui. Devant le juge, on vous demande si vous êtes journaliste. Et la preuve, c'est que vous devez monter la carte de presse. Si vous ne montrez pas ça, et que vous avez des problèmes. Et l'autre chose, c'est que même si vous êtes journaliste, et c'est ça qui fait que moi, je ne publie pas. Voici encore une chose. Vous publiez sur Facebook aujourd'hui. Notre RAC là, a mis au moins 3 ans et demi pour sortir une carte de presse. Vous voyez ce que ça donne? Et si vous journaliste, vous publiez pendant 5 ans. J'ai une question pour vous, oui, parce que puisque vous passez votre temps à jeter la pierre à la RAC, j'ai une question pour vous. Si journaliste, vous publiez une information sur Facebook aujourd'hui, et s'il n'y a pas malheur pour vous, vous n'avez pas la carte de presse, c'est qu'il se peut qu'on vous applique le code du numérique. Le cas que nous connaissons tous, il y a un sous-sous. Alors, est-ce que les journalistes dans ces conditions sont libres et peuvent avoir le courage de parler à chacun de répondre? Bien sûr, oui, est-ce que les fêtiers jouent leur rôle convenablement? En quoi faisant
Nous avons l'UPMB, nous avons l'ODEM, nous avons CNPA et autres. Est-ce que les fêtiers jouent leur rôle? Si les fêtiers jouent leur rôle, pourquoi sommes-nous dans cette situation? Il a fallu que certains, Michel Aono, se lèvent et se battent avec d'autres journalistes et dénoncent des choses. Que font les fêtiers et vous accusez là? D'accord. D'abord, il faut reconnaître que les fêtiers n'ont pas un pouvoir coercitif. Les fêtiers n'ont pas un pouvoir répressif. C'est-à-dire, les fêtiers sont là pour pouvoir amener le gouvernement à mieux faire. Et ils le font. Pour pouvoir amener les professionnels des médias à se professionnaliser. Et ils le font. Nous le faisons. Écoutez, ils le font, elles le font, les fêtiers. Quand je prends l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, dont je suis le porte-parole. Ils ont commencé par faire ça quand? Écoutez, Ils ont commencé par faire ça quand? Si ce n'est pas sous Victor Lahotondi et ses membres qui l'entourent, qu'on a senti l'ODEM sortir la tête de l'eau un peu. Vous avez suivi hier les décisions qui ont été rendues. Encore que il y avait un scandale financier. Non, il n'y a pas de scandale financier. J'ai dit l'ancien président de l'ODEM. L'ancienne équipe. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Bon, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Il faut aller comprendre. En tout cas, moi, je ne vous ai pas invité pour expliquer cette chose. Ce que je voudrais vous dire, vous avez vu hier, par exemple, hier, c'était vendredi, jeudi. Oui. Écoutez, l'ODEM a rendu 3 différentes décisions. Il y a 2 organes de presse qui ont été condamnés et un organe de presse qui a été félicité pour son professionnalisme. C'est de ça qu'il est question. C'est quel organe? Quelqu'un qui a porté plainte contre Benjamin Naoum de la radio Cotonou. On a reçu les deux. Les deux étaient à la barre, on les a écoutés et que le player même a reconnu le professionnalisme du journaliste. Quand vous faites des émissions interactives ou vous suivez des émissions interactives, vous devez être fier de vous-même. Émission interactive, ce n'est pas facile à conduire. Donc, je pense que ce que l'ODEM fait, et vous avez vu les aides que l'ODEM a organisées sur tout le territoire national. Oui, ça, il faut féliciter. Les journées d'éthique. Maintenant, qu'est-ce que l'UPMB fait? L'UPMB. C'était allé à son thème. Les aides? Tout à fait. Oui, si. Et on a fait le bilan tout, et vous étiez même invité, c'est passé sur votre chaîne de télé, j'ai suivi. On va pas faire ce débat sur le plateau. Je pense que l'ODEM fait beaucoup, l'UPMB fait assez, le CNPA fait beaucoup. D'accord. Et c'est l'occasion pour moi de leur rendre un vibrant hommage. D'accord. De leur dire de ne pas baisser la garde, d'évoluer, d'évoluer, de continuer toujours à aider nos jeunes confrères à mieux faire. Et qui commandite les marches des syndicalistes, manifestations tous azimuts contre la cherté de la vie. Libération pose une question: qui commandite les marches des syndicalistes à Djibouti? Sous le président Boni Yahi, nous avons vu assez de marches de protestation. Oui. On s'est également posé la question de savoir celui qui commanditait ces marches. Des gens nous ont fait croire que c'est peut-être la télécommande de Paris. D'autres disaient que non, que ce sont des hommes d'affaires, des opérateurs économiques qui sont au Bénin. Des gens nous ont dit en ce moment qu'il s'agit bel et bien des acteurs politiques qui sont contre le pouvoir en place. Écoutez, chacun a sa raison. En matière de marche, je pense que la loi, notre constitution permet à tout travailleur de marcher selon les règles de l'art. Il y a des conditions à remplir. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, même si vous remplissez toutes les conditions, que la mairie vous donne son OK ou que le préfet vous donne feu vert, le jour de la marche, on peut interdire la marche. Et là, on est en démocratie. Écoutez, on peut interdire la marche en violation des textes en vigueur, mais au nom de l'intérêt supérieur de la nation. C'est de ça qu'il est question. Écoutez, le Bénin serait-il devenu un État voyou? Pas du tout. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la police politique?
C'est de ça qu'il est question. La police politique. Quand on dit la police, avant c'était la police nationale, on parle de la police républicaine. La police politique, c'est quoi? Ça a toujours existé, ça existe toujours. C'est la police politique qui a le dernier mot sur tout. Et ce que beaucoup ne comprennent pas. La police politique, c'est en réalité les renseignements. Le patron des services des renseignements, c'est lui qui est le chef de la police politique. Une marche qui commence. Je suppose que les gens ont rempli toutes les conditions. Ils ont tous leurs papiers. Le préfet a ordonné et l'encadrement du marche a commencé. Et la marche se déroule correctement. À un moment donné, il suffit seulement que le patron des services de renseignement, qui est à même d'avoir toutes les informations de façon instantanée sur ce qui va se produire dans 1-2 minutes, il se rabat directement sur le directeur général de la police républicaine. Il dit, monsieur le DG, arrêtez-moi la marche. Je viens d'être informé de ce que les gens ne vont plus aller à tel endroit. Ils veulent changer d'itinéraire et aller marcher sur la présidence. Poser tel acte. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire tous les paramètres sont permis. Et en tant que ça, c'est au nom de l'intérêt supérieur de la nation qu'on interdit la marche. Automatiquement, une marche qui était prévue pour être encadrée, on peut changer une marche. On dit, bon, vous ne pouvez pas franchir cette ligne rouge. Mais pour les dernières marches prévues, ça n'a même pas commencé. Non, est-ce que tu me suis? Je suis en train de vous développer une hypothèse. En réalité, j'invite souvent les Béninois à aller lire certains ouvrages, à aller lire les ouvrages concernant les métiers de l'ordre public. Si vous suivez par exemple le Gérard Rondéon qui a soutenu son DEA à l'occasion, mais le truc est là. Aller au département le département des sciences juridiques à la FADESP. Oui, pour aller lire sa thèse. C'est là. Tout ce que je dis là, c'est dedans. C'est le patron du renseignement qui est le patron de la police politique qui dit arrêtez la marche, les gens ne vont plus suivre l'itinéraire, ce sont les dernières informations que je viens d'avoir. Et au nom de l'intérêt supérieur de la nation, on dit vous ne pouvez plus continuer la marche. La race s'arrête ici. Ou bien... On disperse les manifestants. Non, en réalité, quand on dit ça, il y a des étapes. Le directeur général ou le préfet doit être là et doit donner 3 sommations. On dit, n'avancez plus, reculez. N'avancez plus, reculez 3 fois. Si les gens n'écoutent pas, là, on est obligé. On lance les gaz. On est obligé de lancer les gaz. C'est pas moi qui le dis, ce sont les tests. Ce sont les tests. Ce que je vous explique là, c'est purement théorique et pratique. Maintenant, vous avez pour mettre ça en pratique. Oui, le directeur général de la police nationale a fait envoyer 700 de ces jeunes éléments qui vont sortir tout fraîchement. Je vous ai laissé faire votre développement. Vous n'avez même pas dit juste là qui finance les marches. Laurent Roland-Torin, qu'est-ce qui finance les marches? Qui commandite les marches? C'est la question qui est posée. Il n'y a que ceux qui, entre-temps, ont commandité les marches pour savoir que les marches peuvent être commanditées. Suivez mon regard. Si vous aviez commandité les marches, si vous aviez commandité les marches hier pour faire mal à quelqu'un, c'est que je dis s'il y a marche, vous allez penser chaque fois que les marches sont commanditées. Et ce qui arrive aux syndicalistes, c'est bien fait. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que certains parmi eux, à un moment donné, étaient devenus complice co-auteur de ce qui est arrivé sous Boni Yahi, où on traitait le chef de l'État de tous les Nord. On était dans les rues, on manifestait dans une certaine mesure. Vous avez dit que les gens auraient dit que c'est la télécommande de Paris. On n'a pas appelé le nom de quelqu'un, mais tout le monde sait très bien que la télécommande de Paris a fonctionné à un moment donné. C'est ceux qui faisaient aller-retour Cotonou-Paris 2 fois, 3 fois par semaine, on les connaît dans le pays, ils sont encore là, et c'était parmi eux témoins. Moi j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours qui me dit qu'il est allé à Paris 32 fois. En 2012 et 2016. Ce que je dis, ça existe. Donc, en réalité... Est-ce que vous avez calculé le prix du billet d'avion? Je n'ai pas besoin, c'est parce que moi... Je ne suis pas intéressé, mais qui paie le billet d'avion? Donc, vous saviez? Non, c'est la moindre des choses. Même pour aller voir Javon, ce n'est pas vous qui allez payer le billet d'avion. Non, on appelle les noms parce que... Vous êtes allé le voir? Vous êtes allé le voir? Je parle de la télécommande. Non, mais je vous ai demandé si vous êtes allé le voir. C'est un exemple parmi tant d'autres que je demande. Comme vous savez que même pour aller voir comme Koutier, ce n'est pas vous qui allez payer le billet d'avion. Peut-être qu'il y a un billet en instance pour voyager bientôt. Vous devez voyager bientôt, non? Je voyage la semaine prochaine. Sur où? Donc moi je pense que oui,
Les syndicalistes, à un moment donné aussi, ont failli parce qu'ils ont été... C'était pas mieux. C'était pas mieux. On donnait caution à ce qui s'est passé entre 2012 et 2016. Et aujourd'hui, quand bien même ils ont la bonne foi, ils veulent marcher véritablement sans être commandités, on dira qu'ils sont commandités. Parce que quand j'ai l'habitude de vous donner de l'argent pour aller insulter Adrien Tchoumakou, et qu'un jour, vous m'insultez, je peux penser que c'est Tchoumakou qui vous a payé pour m'insulter. Ah bon? Mais parce que vous avez... Mais la cause, c'est la cherté de la vie. Oui, mais ça se sent partout le monde. C'est ce que je dis pour dire que... Est-ce que quelqu'un a besoin de me payer? Est-ce que la cherté de la vie, c'est un individu qui peut vous payer pour que vous malheureusement, le passé rattrape certains acteurs. Que ce soit au niveau de la politique, au niveau de la société civile, au niveau des syndicats, ça rattrape certains parmi eux. La preuve au niveau de la société civile, vous les voyez où encore? Certains parmi eux sont nommés, sont à l'abri du besoin, ils ne sont plus peut-être pour autant... Ils ne crient plus, les Odia dans la Dati. Bon, non, ceux-là étaient déjà devenus politiques depuis 2015, donc je ne vais même pas parler d'eux, parce que Djogbenou et autres là, on a à la Dati avec Hacheki. Et ils avaient annoncé clairement qu'ils vont passer de l'autre côté. De l'autre côté, ça on sait. Mais il y a ceux qui étaient à tête de la société civile et qui ont dealé. Et qui râlaient. Et qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir le courage de prononcer le petit mot à l'endroit de ceux qui sont là, parce qu'on les connaît. Parce qu'on sait comment ils sont venus émarger dans une certaine mesure. C'est ça le véritable problème. Non, qui commandite les marches aujourd'hui? Il n'y a que ceux qui y est en commandité pour savoir si aujourd'hui une marche peut être commanditée. C'en est fini. Maurice, la seule chose que moi je voudrais dire sur cette affaire, c'est que les 50 marcheurs qui sont toujours retenus, il faut les libérer. Au commissariat, qu'on les libère. Il faut qu'ils soient libérés. Ils ont passé toute leur journée hier au tribunal. Je pense que au nom de l'intérêt supérieur de la nation, il faut qu'ils soient libérés, qu'ils rejoignent leur famille, afin que les gens comprennent que, bon, il faut respecter les tests, il faut marcher selon les tests, il faut... Quel test n'est pas respecté? Et on arrête les gens parce que les gens manifestent. Vous pensez qu'ils n'ont pas respecté les tests? Ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas fait du vandalisme. Adrien Tchoumakou, merci. Je ne sais pas parler. Adrien Tchoumakou, merci. Les gens manifestent. Les travailleurs manifestent. Les travailleurs marchent pour l'intérêt de tous les travailleurs du Bénin. Et donc, quand on les arrête, alors qu'en réalité, ils n'ont pas posé des actes de vandalisme. Non, non. Et quand vous parlez de renseignement, et puis après tout, on sait comment ça se passe. On n'a pas pu aborder tous les sujets. Adrien Tchoumakou, on a tenu une caisse. Je vais vous souhaiter de passer un bon week-end.